Eh bien, soyez les bienvenus pour cette troisième vidéo concernant notre cours sur les bases de données. Et aujourd'hui, eh bien, on va attaquer la partie chapitre 3, l'algèbre relationnelle. Alors, on va expliquer ce que c'est que l'algèbre relationnelle et à quoi ça sert. En réalité, l'algèbre relationnelle est là pour atteindre ce but, créer des tables virtuelles ou ce que l'on va appeler des vues. C'est-à-dire qu'on souhaite obtenir à partir de ce qui existe réellement en base de données quelque chose de différent que l'on va utiliser pour l'afficher à l'écran. Et c'est là où on va créer ce qu'on va appeler des requêtes. L'idée, c'est que eh bien, on va obtenir ce que l'on souhaitait obtenir depuis le début, ce qu'on avait déjà abordé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire on veut rendre affiché à l'écran des choses différentes de ce qui est réellement stocké dans la base de données. Alors comment on va faire? Eh bien, en fait, on va utiliser un ensemble d'opérations formelles pour manipuler les données et accéder aux vues. Alors, l'algèbre relationnelle, c'est en réalité quelque chose, encore une fois, de très conceptuel. C'est une formalisation mathématique qui va nous permettre de réaliser ces requêtes et qui va nous permettre de faire des optimisations. Alors, bien entendu, à votre niveau, vous ne serez pas capable de faire des optimisations et ce n'est pas ce que l'on vous demande. Soyons clairs, n'essayez pas de faire des optimisations. Je le répète, n'essayez pas de faire des optimisations parce que vous n'en êtes pas capable et vous risquez plus de faire des erreurs plutôt que de faire de réelles optimisations. Mais le but de l'algèbre relationnelle, et donc de cette formalisation, de cette manière d'écrire, eh bien, c'est justement de faire ces optimisations-là. Alors, les opérations qu'on va pouvoir utiliser vont permettre d'exprimer toutes les requêtes sous forme d'expressions et d'arbres algébriques. Et nous, on va s'intéresser principalement aux arbres algébriques. Les arbres algébriques poursuivent deux objectifs. Ils permettent de faire une représentation graphique d'une requête complexe. Ce que l'on va appeler requête, c'est demander à la base de données de nous donner de l'information sous certaines formes grâce à ces opérations. Donc les arbres algébriques permettent de faire une représentation graphique de ces requêtes. Et ils vont nous permettre également de décomposer le traitement d'une requête en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup créer plusieurs arbres selon pour une même requête, en fait, on peut faire de plusieurs façons différentes, ce qui va permettre d'optimiser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles sont également, ces opérations, la base du langage SQL. En fait, le langage SQL n'est simplement qu'un paraphrasage en anglais des expressions relationnelles. Et c'est pour cela qu'il est très intéressant que nous passions quelques heures à prendre en main cette algèbre relationnelle. Alors voyons quelles sont les opérations de base que nous pouvons faire avec l'algèbre relationnelle. Il y a des opérations unaires, la projection et la sélection. On va les détailler juste après. Et il y a des opérations ensemblistes pour des relations de même schéma. On détaillera également ce que cela veut dire, l'union et la différence. Et enfin, il y a également des opérations de produit qui vont correspondre à la jointure ou au produit cartésien. Avant toute chose, il y a également d'autres opérations unaires, le complément par exemple. En opérateur ensembliste, on va avoir des intersections. Alors ces opérations-là sont légèrement différentes parce qu'elles sont obtenues par combinaison d'opérations de base. Donc ce sont des opérations dérivées, ce qu'on va appeler. Il y a également d'autres opérations de produit, par exemple la jointure externe et la semi-jointure, ainsi que la division. Dans la suite de ce cours, on va utiliser un exemple simplifié d'une base de données d'un service de gestion des personnels avec du coup deux tables. Une table AMP dont on avait déjà parlé dans la deuxième vidéo où on aura des employés à l'intérieur avec un numéro d'employé, un nom, un job, qui est son manager, une date d'embauche, un salaire, une commission éventuelle et un numéro de département qui est donc une clé étrangère pointant sur la clé primaire de la table DEPT, le DEPT node de la table DEPT, dans laquelle nous aurons également le nom de département et la localisation pour savoir où est-ce qu'elle se trouve. Avant toute chose, il est indispensable de préciser ce qu'est un prédicat. Un prédicat, c'est un énoncé dont le sens logique peut être faux ou vrai en fonction de la valeur des arguments. Autrement dit, un prédicat peut être évalué et lorsque nous l'évaluons, le résultat sera forcément vrai ou faux. On ne pourra pas avoir autre chose. Voici quelques exemples. Si je vous dis que le salaire doit être inférieur à 1000,
eh bien soit il l'est réellement, donc il est inférieur à 1000 et donc c'est vrai, soit il est supérieur et donc c'est faux. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si je vous dis que le job doit être égal à salesman, soit il est égal, soit il n'est pas égal. Soit il est vrai, soit il est faux. Si je vous dis que la com ne doit pas être nulle, eh bien soit c'est vrai, soit c'est faux, encore une fois. Donc voilà ce que c'est qu'un prédicat. Un prédicat est un énoncé qui est évalué soit à vrai, soit à faux. Alors gardez bien en tête cette définition parce qu'on va en avoir besoin assez régulièrement. Parlons maintenant de la sélection ou restriction. Alors la sélection, c'est une opération qui permet de construire une relation contenant seulement les tuples correspondant à un prédicat évalué à vrai. En fait, euh, une, une sélection enlève les lignes ou enlève les tuples dont le prédicat est évalué à faux, et donc le prédicat peut contenir plusieurs paramètres. Alors allons-y. Comment est-ce que cela va se formaliser? Cela va se formaliser avec ce que nous avons en bas de notre diapositive. On part d'une relation initiale dont on mettra le nom. Donc on part de la relation qui se trouve à l'intérieur de la base de données, telle qu'elle est dans la base de données, avec la définition que nous connaissons grâce au modèle relationnel. Nous y représentons l'opération de sélection grâce à ce parallépipède, à côté duquel nous allons préciser quels sont les prédicats de sélection. Et du coup, en sortie, eh bien, il va falloir imaginer quelle est la table qui va sortir de cette opération, qui va correspondre au résultat de notre sélection. Alors, prenons un exemple. Mettons que je veuille chercher tous les employés qui se trouvent dans le département 20. Autrement dit, je pars de ma table AMP qui se trouve dans ma base de données, qui contient donc tout ce qui est proposé ici, et je ne veux obtenir en sortie que cela, donc que Smith et Jones. Comment je vais formaliser ça pour obtenir ce résultat? Je vais tout simplement écrire comme c'est écrit en dessous. Je vais commencer par partir de la table AMP, sur laquelle je vais faire une opération de sélection, et je ne veux garder que les numéros de département qui sont égaux à 20, que les lignes précisément dont le numéro de département est égal à 20. Autrement dit, je vais enlever toutes les lignes dont le numéro de département est différent de 20, c'est-à-dire que je vais enlever toutes les lignes pour lesquelles le prédicat DEPTNO égale 20 est faux. Alors, un moyen mémotechnique qui vous permet de vous rappeler pourquoi est-ce qu'on utilise ce parallépipède-là, je vais vous mettre sur le tableau blanc, voilà, c'est que tout simplement lorsque l'on veut faire une sélection, on va vouloir partir d'une table avec potentiellement plein de lignes. Voilà. Donc dans laquelle on peut avoir tout un lot de lignes. D'accord? Et de cette table, je veux réduire le nombre de lignes selon un prédicat que je précise. Je vais donc faire cette opération-là. C'est pour cela qu'on a cette forme-là ici. C'est parce que l'on veut tout simplement réduire le nombre de lignes en sortie, ce qui fait que ici, j'aurai donc moins de lignes en sortie. D'accord? Alors, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux sur l'écran. Voilà. Voilà pourquoi nous avons cette forme de parallépipède ici. C'est parce que on souhaite vraiment réduire le nombre de lignes. Bien. Autre chose, si vous souhaitez voilà, je vais me mettre ici. Si vous souhaitez mettre plusieurs prédicats pour préciser votre sortie, par exemple, si je veux garder tous ceux du département 20, mais qui sont aussi du job clerk, eh bien voici comment je vais l'écrire. Je vais partir de ma table AMP. Je vais faire une sélection. Cette sélection va être exécutée sur DEPTNO égale 20 et
donc un end job, pardon, et job égale clerk. En fait, vous pouvez associer des prédicats grâce au mot-clé end ou au mot-clé or. Lorsque vous mettez le end, le prédicat, l'intégralité du prédicat sera évaluée à vrai si les deux conditions sont vraies. Si vous mettez le mot-clé or, le prédicat sera évalué à vrai si l'une ou l'autre des conditions sont évaluées à vrai. Vous pouvez bien entendu en mettre autant que vous voulez. Gardez simplement à l'esprit que c'est d'abord les end qui sont réalisés, puis les or. Il y a un ordre de priorité. Donc lorsque vous allez les mettre les uns derrière les autres, il va falloir faire attention à cette partie-là. Voilà pour la sélection. Donc, vous l'avez fait déjà normalement en TD. Cela va nous permettre d'obtenir des résultats selon une table de départ. Parlons maintenant de la projection. Alors la projection, c'est une opération qui permet de construire une relation contenant seulement les attributs choisis. Donc là, on parle d'attributs et non plus de lignes ou de tuples. Donc, cela va enlever les colonnes que nous n'avons pas choisies. Et là, on va vraiment travailler sur des colonnes et non plus sur des lignes. Et la projection peut se faire, bien entendu, sur plusieurs attributs, potentiellement autant que je le souhaite. Il n'y a pas de limite là-dessus. Alors, comment cela va-t-il se représenter? Eh bien, vous le voyez ici à l'écran. On part d'une relation initiale, vous mettez un parallélépipède cette fois-ci horizontal, vous mettez le ou les attributs de projection que vous voulez garder, cela va vous sortir une certaine relation. Voici un exemple. Imaginons que je ne veuille récupérer que les noms des employés, mais de tous les employés. Autrement dit, je ne veux obtenir en résultat que cette colonne-là. Voici comment je vais écrire cela. Je vais le représenter en partant de AMP. Je vais faire une projection sur le iname, et du coup, en sortie, je n'aurai bien que ce qui m'intéresse. Il est intéressant ici de faire une petite pause et de se rappeler l'intérêt de cette forme de représentation-là. Voici pourquoi on prend cette représentation. C'est parce que lorsque vous avez un tableau, voilà, avec plusieurs colonnes, en réalité, ce que vous allez chercher à faire va être de réduire le nombre de colonnes, et c'est pour cela que l'on va utiliser cette représentation graphique ici, parce que l'on veut simplement avoir le même tableau, mais avec moins de colonnes. Donc plus que 2 au lieu de 4 par exemple. Alors je suis désolé si vous entendez les enfants, j'enregistre de chez moi et donc forcément ça peut faire un peu de bruit de temps en temps. Autre point intéressant qui peut être utile de noter ici, c'est qu'on a tout à fait la possibilité de combiner les opérations que nous venons de voir, c'est-à-dire la projection et la sélection. Par exemple, si je souhaite récupérer les noms des employés du département 20, comment est-ce que je vais faire? Je vais partir de ma table AMP. Je ne vais faire qu'une sélection sur le numéro de département 20. Puis, là-dessus, je vais faire une projection en ne gardant que le iname. Et donc, cela me donnera en sortie une table ne contenant que le iname, mais des personnes avec les personnes dedans qui sont dans le département numéro 20. Si je souhaite garder plusieurs colonnes, il suffit de les enchaîner avec des virgules. Je veux le iname, et puis je veux par exemple également
le DEPTNO, c'est tout à fait possible. Et je pourrais les enchaîner autant que je veux à la suite. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Faites néanmoins très attention, parce que si cette façon de noter là fonctionne, je vais vous montrer une autre façon de noter qui ne marchera pas. Si je fais ma projection en premier sur ename, puis que je fais ma sélection, cela plantera parce que, alors, sur DEPT, DEPTNO égale 20, cette façon de noter là ne fonctionnera pas car lorsque vous sortirez de la première boîte, celle qui se trouve au-dessus, celle qui se trouve ici, il faut imaginer que à chaque fois que vous faites une opération, une nouvelle vue est créée. Or, dans cette nouvelle vue à la sortie de la projection que vous avez faite, il n'y a plus l'attribut DEPTNO. Donc, l'attribut DEPTNO que vous utilisez ici ne pourra pas être utilisé puisqu'il n'existe plus dans votre relation résultant de votre première opération. Donc, cette façon de noter là ne marche pas, alors que cette façon de noter fonctionne bien. Et donc, de manière générale, je vous conseille très fortement de faire vos projections en dernier dans votre arbre. Il y aura des cas exceptionnels, que nous allons d'ailleurs voir dans la suite de cette vidéo, mais dans la plupart des cas, vous pourrez vous contenter de faire cette projection à la fin, et du coup, cela vous évitera beaucoup de problèmes. Voyons maintenant une autre opération. Il s'agit du complément. Alors cette opération permet de construire une relation qui contient tous les tuples qui n'existent pas dans la relation, qui exprime le faux. La représentation graphique se fait telle qu'elle est proposée en dessous, avec un rond contenant un C. Alors prenons un exemple pour bien comprendre. Mettons que nous ayons la relation enseigne A avec un prof et un élève. C'est-à-dire que le prof Pierre enseigne à Toto, enseigne à Loulou et enseigne à Babette. Le prof Alice enseigne à Toto, enseigne à Babette et enseigne à Riri. Imaginez que je veuille récupérer l'information, quel prof n'enseigne pas à qui? C'est-à-dire à qui Pierre n'enseigne pas et à qui Alice n'enseigne pas. Autrement dit, je veux récupérer comme sortie cela. C'est-à-dire que je veux voir que Pierre n'enseigne pas à Riri et que Alice n'enseigne pas à Loulou. Et bien pour cela, je vais simplement utiliser cette façon de noter là, le complément. Je pars de enseigne A, je fais le complément, et je vais me retrouver avec l'intégralité des lignes qui n'existent pas. Alors le complément est une opération qui est rarement utilisée, mais qui peut malgré tout être très utile dans des cas bien précis. Parlons maintenant d'opérations sur plusieurs relations. Jusqu'à maintenant, la projection, le complément et la sélection ne se faisaient qu'à base d'une seule relation. Il existe tout un lot d'opérations qui se font sur plusieurs relations. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de former une relation unique à partir de plusieurs à l'origine. Il existe deux types d'opérations à ce niveau-là. Il existe des opérations ensemblistes avec l'union, la différence et l'intersection. Il existe des opérations de produit avec le produit cartésien, la division, la jointure interne et externe et la semi-jointure. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser principalement aux opérations ensemblistes. Et parlons pour commencer de l'union. L'union permet de construire une relation contenant la fusion de deux relations sans doublon. L'union nécessite d'avoir des relations qui possèdent les mêmes domaines, c'est-à-dire que vous devez forcément avoir au niveau de vos deux relations les mêmes attributs avec les mêmes domaines. Voici donc avec nos patates ce à quoi ça correspond. Imaginez que vous ayez une relation 1 et une relation 2. Vous voulez récupérer l'union de ces deux-là, même s'il y a des éléments qui sont partagés par les deux relations, vous vous retrouvez avec une relation résultante sans doublon. Et ça, c'est très intéressant.
La représentation graphique se fait grâce à ce rond avec un U à l'intérieur. On part d'une relation 1 à gauche, une relation droite à droite, une relation 2 pardon, à droite, et on obtient une relation résultante. Voici un exemple d'union. Imaginez que vous ayez une table customer, une table AMP. Une table customer qui va donc correspondre à vos utilisateurs ou à vos clients, une table AMP qui correspond à vos employés. Mettons que vous souhaitiez faire l'union des deux pour lister l'intégralité des personnes que vous connaissez. Eh bien, vous allez pouvoir partir de customer et AMP, faire une union dessus et obtenir une table dans laquelle toutes les lignes sont associées. Alors, vous remarquez ici que le DEPTNO et le CustID ne correspondent pas du tout, n'ont pas du tout les mêmes sens lorsque l'on les regarde. Ceci étant, ils ont le même domaine de valeur, ce qui fait que vu qu'ils ont le même domaine, ils peuvent être associés sans problème. On peut créer une colonne dans laquelle les deux domaines vont pouvoir se cohabiter sans difficulté. Vous remarquez également que j'ai mis les attributs dans le même sens. J'ai un name, un custID, un ename, un DEPTNO. Attention, ça c'est très important. Les attributs doivent correspondre l'un avec l'autre. Et on va le faire de manière unitaire. C'est-à-dire que le premier attribut de la table de customer doit correspondre au premier attribut de la table AMP. Et le deuxième attribut de la table customer doit correspondre au deuxième attribut de la table AMP, etc. Voici donc à quoi sert l'union. Parlons de la différence. La différence permet d'obtenir des tuples de la relation 1 qui n'appartiennent pas à la relation 2. La différence nécessite d'avoir des relations qui possèdent les mêmes domaines, comme pour l'union. Cette opération n'est pas commutative. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que à la différence de l'union, où on pouvait mettre la relation 1 à droite ou à gauche, la relation 2 à droite ou à gauche indifféremment, ça ne changeait pas le résultat. Cette fois-ci, la relation 1, la relation de gauche va correspondre à ce qui va être récupéré et gardé. Donc c'est très important que la relation 1 soit mise à gauche. Puisque vous voyez sur les patates ici, on va récupérer uniquement la partie bleue. Donc ce qui correspond à la relation 1 qui ne se trouve pas dans la relation 2. La représentation graphique se fait avec un moins à l'intérieur d'un rond, avec deux relations. Donc si nous repartons de nos deux tables ici, si je fais la différence entre les deux tables qui sont proposées, je ne vais garder que Allen, Jones et Doe, puisque Smith et Clark se trouvent dans la table employée que je suis en train d'enlever de la table AMP. Parlons maintenant de l'intersection. L'intersection permet de construire une relation contenant les tuples présents dans deux relations sans doublons. L'intersection nécessite d'avoir des relations qui possèdent les mêmes domaines comme d'habitude. Cette fois-ci donc, il s'agit de la partie qui se trouve à la fois dans R1 et à la fois dans R2. La représentation graphique se fait avec un U à l'envers à l'intérieur d'un rond. L'exemple, table ample et une table employée. Ici, j'ai Smith, Clark et Jones dans la table employée en bas. J'ai Smith, Allen, Clark, Jones, Doe dans la table en haut. Je ne vais garder au final que Smith 10 et Clark 10. Vous remarquez d'ailleurs que je ne garde pas Jones, alors qu'il apparaît dans les deux. Pourquoi? Eh bien parce que Jones 20 ne correspond pas à Jones 30 dans la table employée. Donc on ne garde vraiment que les associations des associations de valeurs qui correspondent dans les deux tables. Quelques remarques. L'union, l'intersection et la différence nécessitent d'avoir des relations qui possèdent les mêmes domaines, ce qui est peu courant dans la réalité. On l'a vu, les attributs doivent correspondre les uns avec les autres. Du coup, dans ce cas précis, on va utiliser fréquemment ces opérateurs après des projections pour obtenir les relations ayant les mêmes domaines. C'est le seul cas où on va faire des relations avec les mêmes domaines. Donc c'est le seul cas où on va faire des projections avant. Je vous fais un exemple tout de suite pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Si je pars de ma table
amp et que je veuille faire une union, ou plutôt une intersection, entre amp et DEP-TENO. Il faut que je sache sur quel attribut je vais le faire. Et donc c'est ici, dans ce cas précis, que je vais être obligé de faire une projection avant. Je n'ai pas le choix. Dans ce cas, il faut que je fasse une projection avant. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. La projection pourrait être, par exemple, sur le iname, et sur le DEP-TENO. Et du coup, ici, on pourrait faire une projection sur le iname, non, sur le dname, pardon. Et sur le DEP-TENO. Cela me permet d'être sûr, encore une fois, que les domaines vont correspondre. Le iname est une chaîne de caractères, est un texte, le dname aussi, le DEP-TENO est un entier, le DEP-TENO de l'autre côté l'est aussi. Ainsi, je suis tranquille, je sais que le iname va pouvoir correspondre au dname, je sais que le DEP-TENO va correspondre au deuxième DEP-TENO, et donc je vais pouvoir faire une intersection sur les deux. Voilà qui finit cette troisième vidéo. La vidéo suivante, eh bien, nous verrons les produits cartésiens, les divisions, les jointures, et ainsi de suite.